Salut, c'est les Jérôme. Bon, eh bien, tout vient à point, à qui sait attendre longtemps. Vous nous avez posé des questions et on s'y est enfin mis. Faut dire qu'il y en avait un bon paquet. Bon, on aurait préféré ne pas les lire et les inventer, mais malheureusement, personne ne nous a écrit de Saint-Roustan. Alors, désolé, mais on ne va pas répondre aux questions qui nous ont déjà été posées et auxquelles on a déjà répondu. Il y a des vidéos thématiques sur différents sujets où vous trouverez un index de toutes les questions avec un lien vers le moment dans la vidéo. On a aussi passé les questions dont on a depuis montré la réponse en vidéo puisque les questions commencent un petit peu à dater, ou alors si la réponse arrive en vidéo prochainement. Par souci de simplicité et pour ne pas se répéter, on a reformulé les questions pour les rassembler. Certaines contenaient parfois des pistes de réponse ou un développement plus précis, mais on n'a pas ignoré cela et on a tenté de reprendre ces éléments dans notre réponse. Alors sans plus tarder, voici les questions. Et donc, vous ne travaillez que sur une moitié de la maison et il reste encore l'autre côté à faire ? Oui, c'est exact. Bon, pas tout à fait la même chose, la configuration est un petit peu différente. Et puis par exemple, pour la tranchée et les réseaux à côté parking, ce sera déjà fait. Pourriez-vous montrer sur un plan où vous travaillez ? On avait déjà montré un peu comment situer les espaces, mais voici une vue un peu plus compréhensible, on l'espère. Voici donc le côté sud de la maison. La partie qu'on rénove est cette moitié. La tourelle est est là où se trouve le grand escalier. Au rez, la partie la plus à gauche est là où on a refait la cave, et l'autre partie, c'est la dalle de terre. Vu de l'autre côté, donc le côté nord, c'est tout inversé. L'entrée vers l'escalier est ici, et puis les parties sur lesquelles on travaille. Vivez-vous déjà dans les espaces déjà rénovés ? Non, il reste encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir rendre cela habitable. De combien de pièces se compose le château ? De 25 pièces en ne comptant pas les couloirs, ni le grenier ou les caves. Et combien de pièces ont déjà été restaurées ? 9 pour l'instant, enfin, qui sont en cours. Quelle est l'épaisseur maximale des murs ? Pour les murs de la tourelle, les ajouts les plus récents, c'est à peine 20 cm ou une brique. Puis pour les murs de la maison, plus anciens, ils font environ 60 cm et même jusqu'à 80 cm si on compte le béton de chanvre qu'on a rajouté. Qu'allez-vous faire du passage derrière l'ancienne filature ? Il y a plusieurs possibilités. Faire un accès vers le haut du mur, sinon on peut laisser une cavité pour faire une champignonnière, ou peut-être ne rien faire du tout. Il faudra surtout voir ce qu'on découvrira quand on arrivera au niveau du sol. Il reste encore plus d'1 mètre à décaisser. Qu'avez-vous prévu de faire des espaces occupés par l'ancienne filature ? Alors, plein de choses. Car des idées, ça on en a plein et c'est facile d'en avoir. Mais concrètement, il faut voir ce qui sera réalisable et surtout si on trouve un jour le temps de faire tout ça. Pouvez-vous faire un point sur vos dépendances et les projets que vous avez pour elles ? Notre idée serait de faire une serre adossée contre le mur du fond de l'usine. On garderait les pavés au sol et les cultures seraient en bac ou en pot. À droite, près du passage dont on vient de parler, cette zone très agréable est protégée et cela pourrait faire une chouette petite terrasse. À gauche de la serre, il y a un renfoncement, l'usine était plus grande de ce côté, et pour l'instant c'est un abri de fortune et on aimerait pouvoir convertir cela en abri pour garer des véhicules et aussi pour ranger du matériel. Il y a donc aussi ces dépendances. On conserve évidemment la remise où se trouvait la turbine hydraulique, et à côté, l'abri serait complètement refait et étendu. Cela nous servirait d'abri à bois pour ne plus devoir couvrir nos tas de tôle ou de bâches, et du coup cet abri serait juste à côté de la chaudière. On en reparlera à la question sur le sujet. Bon, il y a du boulot pour toutes ces annexes, et tout est en piteux état et doit être refait. Allez-vous continuer les réparations de la remise et des annexes ? Oui, mais dans un second temps. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Bon, évidemment, avec le recul, on aurait peut-être même dû commencer par là, pour avoir des espaces de stockage et de rangement à l'abri des intempéries. Car pour l'instant, tout est si bancal qu'on ne peut même pas y mettre des matériaux, les sols ne sont pas droits, il y a des infiltrations, et ce bel espace sur la remise est trop instable, le solivage a été fait en dépit du bon sens, et ça ne permet pas qu'on puisse mettre du poids là-haut. Quel est l'avenir pour l'orangerie ? Jusqu'à la fin des travaux, ce sera notre remise de matériaux.
car c'est le seul endroit qu'on ait sur le site qui nous permet de les stocker à l'abri. Ce sera certainement un peu moins pratique pour la seconde moitié de la maison, car ce ne sera pas directement connecté et il faudra passer par l'extérieur. Pour la suite, on pense à une salle d'été pour réception, groupe de théâtre, etc. Avez-vous prévu des zones de stockage dans le château ou à l'extérieur après la fin des travaux? Oui, il faut qu'on en ait. Il y a donc le grenier et les caves pour l'intérieur, et puis à l'extérieur, ce dont on vient de parler dans les questions précédentes. Êtes-vous satisfait de votre dalle de terre? Oui, assez, c'est très satisfaisant. En même temps, la pièce n'est pas encore aménagée et elle ne sera pas visible, mais déjà rien que pour les nombreux passages qu'on y fait, on voit que ça tient la route. Combien de temps cela vous a pris et pour quelle surface? La dalle de terre fait environ 35 mètres carrés, cela nous a pris 8 jours, mais on n'a pas fait cela toute la journée, alors peut-être 4-5 jours de travail si on n'avait fait que cela. Il ne faut pas oublier non plus la réflexion, les essais, et puis la préparation, car il y a eu le tamisage de la terre qui a pris quelques jours là aussi, dans le même temps qu'on décaissait le sol. Quelle finition pour la dalle? Aucune, comme on l'a dit, un plancher sera mis par-dessus. Pourquoi une dalle de terre si c'est pour mettre un plancher? Eh bien, une dalle avec un impact écologique très faible, car il n'y a pas de chaux, ciment ou sable, juste la terre qu'on a pris en dessous. Les planchers anciens étaient parfois mis sur de la terre battue sur leur bourde. Ici, on a juste rajouté une solution isolation et drainage après avoir décaissé et refait une dalle de terre par-dessus. On ne voit pas de problème ou incompatibilité. Pourquoi la dalle et cave après les cloisons? Parce qu'on est certainement mal organisé. Parfois, on ne se rend pas compte de tous les travaux qu'on devrait faire ou c'est impossible à certains moments. Au départ, on n'avait pas prévu de refaire les sols au rez-de-chaussée, et puis, de fil en aiguille, on s'est dit que ce serait bien de refaire la partie sans cave pour drainer, vu toute l'humidité. Et puis, tant qu'à faire, isoler aussi le sol au-dessus de la cave. Puis c'est parti en cacahuète avec toutes les découvertes, et finalement, heureusement, car on a, il me semble, résolu beaucoup de problèmes. Bon, évidemment, c'est pas toujours dans le bon ordre, ceci dit, car à ce moment, on n'avait pas encore connaissance de l'existence du puits, ce qui aurait peut-être changé la donne. Aussi, et ça c'était prévu, on voulait garder le carrelage sur la dalle béton le plus longtemps possible pour faire tout ce qu'on a dû faire comme mélange de mortier, allées et venues de pierre, de poutrelles métalliques et j'en passe. La dalle de terre n'aurait pas du tout supporté ça, ou alors on l'aurait fortement endommagée. Est-ce que votre cave est toujours inondée? Non, pas comme avant. Il y a bien sûr toujours des remontées de nappes phréatiques en hiver. Après tout, le sol décaissé de la cave n'est pas trop loin du niveau des rivières, mais surtout il est à nu. Mais c'est loin de remonter aussi haut qu'avant, et surtout l'eau ne sort plus de partout des murs, eau qui venait du puits en réalité. N'avez-vous pas peur que de l'humidité endommage votre travail déjà réalisé? On pourrait avoir des problèmes en cas d'humidité ascensionnelle, c'est pourquoi on voulait avant tout régler ce point avant de faire le béton de chanvre. Mais à part ça, comme rien n'est chauffé ou en service, on n'a pas trop d'inquiétude à se faire, et encore moins dans la cave. Le crépissement en façade n'occasionne pas trop de problèmes d'humidité, notamment aux étages. Le vrai risque, c'est la toiture. Si elle venait à faire défaut, ça pourrait causer de gros problèmes. Bon, jusqu'ici, elle tient bon. On surveille, et puis on essaie de mettre ça au planning pour dans pas trop longtemps. Avez-vous des regrets sur certains travaux? Oh oui, évidemment. Déjà, rien qu'avec le recul, nos connaissances ont évolué, on a appris à faire mieux, et c'est toujours à la fin qu'on fait le meilleur travail. Et donc, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire. Beaucoup trop pour les lister. Côté choix, on reste assez confiant sur ceux qu'on a fait, même si parfois on continue à avoir des doutes. C'est difficile d'être parfaitement sûr de soi quand on n'a fait qu'une seule fois un type de travail et qu'il existe bien d'autres façons de faire. Mais plus concrètement, on s'est tout de même dit à plusieurs reprises qu'on aurait peut-être dû faire tout le grenier d'un seul coup, et non pas la moitié de la maison. Car pour faire le toit, ça ne va pas être simple vu qu'il reste une partie de la charpente à reprendre et des poutrelles à installer. Mais ça sous-entend donc d'avoir sacrifié toutes les chambres du deuxième étage, dont celle qu'on occupe, puisqu'il faut refaire toute la maçonnerie pour remettre les poutrelles, etc., etc. On aurait peut-être rencontré d'autres problèmes en faisant comme ça, mais on se dit qu'on aurait quand même eu plus facile pour faire la toiture et aussi pour acheminer toutes les poutrelles au deuxième étage avec les autres, comme on l'a fait dans un seul mouvement. Aussi, ce ne sont pas vraiment des regrets, mais il y a pas mal de choses qu'on aurait fait autrement ou dans un autre ordre si on avait su ce qu'on sait maintenant.
Mais bon, tout ça, c'est dans l'idéal, car le principe des surprises, c'est de ne pas savoir. Et au final, à vouloir tout mieux faire, on en viendrait à refaire toute la maison d'un seul coup, mais vivre en caravane 20 ans ou plus, non merci. Faites-vous des plans et schémas techniques de tout ce qui se passe dans la maison? Oui, on les fait surtout quand on planifie les travaux, comme pour l'électricité ou comme vous le verrez prochainement, les réseaux enterrés. Pour le reste, on a noté dans un carnet certaines distances, les conduits de cheminée, les passages des tubes de chauffage ou d'évacuation dans les cloisons, etc. Mais il faudrait qu'on remette ça au net et faire des plans compréhensibles. Alors on fait ça numériquement et on peut toujours imprimer les résultats. Et pour les passages des câbles et autres, le mieux ce serait de faire ça en AutoCAD, ce qu'on n'utilise pas, car avec SketchUp ce n'est vraiment pas prévu pour ça et c'est plus compliqué. Quel a été le plus grand défi que vous ayez surmonté? Tenir le coup. Finalement, avec le recul, on ne trouve pas qu'on ait fait des choses si incroyables que ça, enfin pas qui tiennent du défi, sauf le fait de tenir bon sur la longueur. Surtout que moralement, on a quand même eu quelques phases assez désespérantes. La charpente, la pollution, l'accident, etc. Le tout, c'est d'arriver à reprendre de l'élan pour avancer, ce qui n'est pas simple et qui est parfois le vrai défi. Allez-vous faire appel à des entrepreneurs pour les finitions? On ne croit pas qu'on y soit catégoriquement opposé, mais c'est très difficile de trouver des corps de métier compétents disponibles et qui sont ouverts à travailler avec des matériaux comme nous on l'entend. Et on a déjà pu expliquer par-ci par-là les difficultés rencontrées lors de nos contacts avec les professionnels. Allez-vous garder le macadam sur le parking? Oh non! Mais jusqu'ici ça a été bien pratique pour acheminer les matériaux comme les poutrelles, etc. Mais comme on l'a partiellement retiré pour faire nos travaux de tranchée, on pense bien le retirer pour de bon. Pour ce qui est de le remplacer, on a plusieurs idées. Idéalement, on aimerait une allée pavée, mais bon, ça risque d'être un petit peu trop coûteux. Et de toute façon, il faudra envisager une solution temporaire, car avec le reste des travaux à venir, on ne va pas risquer d'endommager ou de salir un tout nouveau dallage. Qu'en est-il de vos fenêtres? On se le demande bien. On a à plusieurs reprises essayé de rentrer en contact avec des menuisiers, mais sans succès. On en a même reçu qui sont venus prendre les cotes et tout, et puis qui n'ont plus donné signe de vie par la suite. On doit être trop exigeant, ou alors c'est trop compliqué. Alors, on ne désespère pas, mais il faut ceci dit qu'on remette un petit peu d'énergie à ça, et pour l'instant on est très occupé à autre chose. Et pour donner un peu plus de précision, on pensait refaire des châssis en chaîne identiques à ceux existants, mais en double vitrage. Au rez-de-chaussée se pose toujours le problème des volets intégrés, et jusqu'ici les solutions proposées par les menuisiers ne nous ont pas satisfaits. Alors sinon avec le recul, on se demande si on n'opterait pas plutôt pour une solution bois-alu, bois côté intérieur, aluminium côté extérieur. Car avec le nombre de fenêtres qu'il y a, c'est un vrai plus niveau entretien. On le voit bien avec les châssis qu'on a rénovés il y a environ 8 ans, il faudrait déjà les refaire. Et on n'a pas envie de tourner en boucle d'une fenêtre à l'autre. Bref, on doit encore un petit peu y réfléchir. Et pour le ré, il reste toujours la solution du vitrage sous vide qui nous permettrait de conserver les châssis existants, les volets d'origine. Bon, même s'il y a un gros travail de restauration à faire car tout est en mauvais état évidemment. On va maintenant aborder quelques questions sur la toiture. Alors pour rappel, on a fait une vidéo dédiée au sujet qui répondra à pas mal de vos questions, mais voici quelques éléments additionnels. Comment allez-vous gérer la toiture alors que les intérieurs ont été refaits? Ça nous paraît pas être un problème, car refaire la toiture sur un bâtiment en service se fait, et bien heureusement. En plus, le grenier est un grand plateau qui couvre toute la surface, et il faudra évidemment faire en sorte d'éviter que les intempéries ne puissent endommager les planchers. Allez-vous refaire la toiture en une fois? Non, malheureusement ce ne sera pas possible puisqu'on n'a préparé le travail que sur la moitié de la maison. On va devoir trouver un subterfuge pour ne refaire que la moitié, qui sera plus haute que le reste qu'il faut encore redresser. Pourquoi ne pas avoir commencé par le toit? Eh bien, on le rappelle, on a fait une vidéo qui explique cela en détail. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas simplement de refaire la couverture. À cause de tous les problèmes structurels de cette maison, il faut qu'on répare et redresse les fermes de charpente. Bon, ça pourrait se faire dans le même temps, mais il faut aussi qu'on démonte et qu'on reconstruise toutes les têtes de mur à partir du dessus de fenêtres, car la maçonnerie est instable, et c'est sur cela que viendront se reposer les pannes sablières.
Il faut aussi changer les linteaux, sans oublier de poser les poutrelles métalliques pour la structure des planchers du grenier. Et tout ça, on ne pourra plus le faire si on refait la toiture. Alors à moins de ne s'attaquer à cela avant, la toiture ne pourra être faite que sur la partie déjà réhabilitée. Pourquoi de l'ardoise ? Parce que c'est la couverture traditionnelle des bâtiments de ce type dans notre région, et aussi la couverture d'origine. Changer pour des tuiles ou un bac acier, ce serait un peu dénaturer le bâtiment à nos yeux. Les fermes au niveau du toit sauront-elles supporter le poids de la nouvelle couverture ? Oui, on l'a pris en compte dans nos calculs, enfin pour le renforcement des réparations apportées aux fermes de charpente, isolation comprise. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, la toiture était en ardoise naturelle, donc la charpente a été prévue pour cela. Aurez-vous de l'aide pour faire la toiture ? On aurait bien aimé, ne serait-ce qu'une personne qu'on peut consulter pour des conseils ou une supervision du chantier. On a contacté des professionnels pour leur demander si cela pourrait se faire, contre rémunération bien sûr, mais aucun ne nous a répondu. On a aussi essayé de rentrer en contact avec un autre couvreur zingueur qui propose de l'aide à la réalisation pour les autoconstructeurs, mais là aussi pas de réponse. Avez-vous un planning dès le départ ? A-t-il changé depuis ? En fait, pas vraiment. Il nous a fallu appréhender le bâtiment, voir ce qu'il y avait à faire, ce qu'on pensait pouvoir faire, et puis au fil des découvertes et du constat des problèmes, s'adapter et revoir notre copie. Finalement, on ne fait que ça. Pour chaque chantier, il y a eu un moment où on a dû changer nos plans en cours de route au vu des découvertes. Avez-vous un planning théorique pour les travaux à venir à court et moyen terme ? Très théorique. Plus un ordre dans lequel on pourrait faire les choses, mais ce n'est pas toujours réaliste ou fort compliqué comme on vient d'en parler pour le toit. Comment réalisez-vous votre planning ou décidez-vous de quelles activités faire ? On essaie de dresser un planning de l'année en janvier, par trimestre, pour se structurer, et on doit prendre en compte la saison, car certains travaux ne sont pas possibles en hiver, on doit tenir compte d'un certain ordre dans lequel les faire, ou qu'il faut aussi qu'on ait tout le matériel et les connaissances. Et on doit aussi prendre en compte, en saison, le jardin et les animaux qui peuvent devenir une priorité, récolte, intervention, tonte, etc. Sinon, on fait aussi une feuille chaque mois avec les choses à faire de toutes sortes pour ne pas en oublier, où là, on sépare les choses à faire en intérieur, extérieur, administrative, etc. pour savoir composer avec la météo, quitte à reporter ce qui n'a pas été fait au mois prochain. Est-ce que vous avez du retard sur votre planning ? Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. On a pour ainsi dire que ça. C'est pour ça qu'on ne planifie plus en termes de délai, mais de choses à avoir fait. Car c'est assez frustrant et stressant de se mettre une date limite qu'on finit toujours par dépasser de toute façon. Avez-vous une estimation du temps restant nécessaire pour aboutir à votre projet initial ? On serait bien incapable de le dire. Avec toutes les surprises, on n'a eu que du retard, et puis n'oublions pas que nous ne sommes que des amateurs, et que les travaux qu'on fait sont souvent nouveaux pour nous. Donc on n'a même pas une petite idée de ce que ça va représenter comme travail. Ce sera sûrement plus facile pour la seconde partie de la maison. Pour vous dire, il y a longtemps de cela, on s'était dit pour fin 2025. Et voyez le travail. Depuis que Jérôme se consacre au projet à 100%, est-ce plus simple, plus rapide, plus pratique ? Oui, mais pas autant que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a des choses qu'il n'est pas possible de faire seul. Le planning, c'est aussi réfléchir à ces tâches et essayer de les garder pour les moments où je suis seul, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis il y a les tâches quotidiennes qui prennent le même temps, les repas, vaisselle, promenade du chien, etc. Bref, ça n'a donc pas doublé techniquement le temps disponible pour le projet, mais c'est sûr que cela nous permet d'aller plus vite. Pourquoi avez-vous commencé par cette moitié de bâtiment ? Un peu le hasard, car c'était la partie qu'on n'occupait pas au rez-de-chaussée et où étaient les autres personnes du projet initial. Quand on s'est séparés et que l'espace a été vidé, on s'y est mis de ce côté. Et par chance, il s'est trouvé que c'était la moitié avec le plus de soucis à résoudre, donc c'est bien tombé. Enfin, on croit. Dans combien de temps prévoyez-vous de finir le gros œuvre ? Si on oublie la toiture et les extérieurs, c'est-à-dire la façade et les châssis, on a presque fini le gros œuvre dans les pièces, mais tout est si fortement connecté et interdépendant que ça n'est pas facile. Combien d'heures par année consacrez-vous à la rénovation ? Ouf, dur à dire.
Mettons qu'on travaille 8 heures par jour sur le chantier, parfois c'est un peu plus, mais aussi parfois c'est un peu moins. Pour nous deux, ça fait 88 heures hommes par semaine. Mettons que cela vaut pour 2/3 de l'année, car il y a les autres aspects de notre projet. Alors à la grosse louche, ça voudrait dire qu'on travaille 3000 heures hommes par an dans les travaux. Où en êtes-vous dans vos différents projets? Qu'est-ce qui est envisagé sur le moyen et le long terme? On a prévu de faire une vidéo à un moment pour faire le point sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup à dire. Est-ce que ça n'aurait pas été plus rapide de faire du neuf? Certainement. La rénovation, surtout comme nous on le fait avec nos découvertes, est une perte de temps conséquente. Et je pense même que c'est plus coûteux. Mais ça, par contre, on le savait. Ce sont les règles du jeu, et si on ne veut pas s'y plier, alors il faut faire du neuf. Pensiez-vous qu'il y aurait autant de surprises, autant d'apprentissage? Non, on était même assez naïfs et on n'a rien anticipé du tout. Avec le recul et l'expérience de maintenant, c'est certain qu'en voyant l'état général du bâtiment, il y a des choses auxquelles on peut s'attendre sans nécessairement avoir vu tout l'envers du décor ou fait des sondages poussés. N'avez-vous pas peur que le bâtiment s'effondre sur vous en faisant une mauvaise manipulation? Non, ça va, plus maintenant qu'on a résolu, enfin on pense, une bonne partie des gros problèmes de stabilité qu'on a découverts. Il y a eu des phases un peu plus critiques, mais on est toujours resté assez confiant car on comprenait bien ce qu'on faisait, et puis on ne fonçait pas tête baissée, on prenait notre temps pour analyser la situation et le risque. Mais bon, on a peut-être aussi simplement eu de la chance. Pourquoi faire autant écologique et se prendre la tête? Pour nous, c'est une question de principe. Le but, ce n'est pas de se prendre la tête, mais bien d'essayer de se rendre compte de l'impact qu'ont nos activités, surtout dans la construction, et tenter d'amoindrir celui-ci. Alors c'est peut-être parfois perçu comme une prise de tête, car on doit beaucoup chipoter, expérimenter, etc. Mais c'est aussi la raison de tout documenter dans nos vidéos, car cela pourrait être utile un jour à d'autres, ou servir d'inspiration, pourquoi pas. On nous dit aussi parfois que nous n'avons pas rendu nos installations assez évolutives pour le futur, comme par exemple, comme nous sommes équipés de toilettes sèches, nous n'avons pas mis en place de réseau d'évacuation adapté pour les eaux vannes, et que ce sera donc à refaire si les prochains veulent des toilettes classiques. Bon, déjà nous on n'est pas raccordés à l'égout, mais justement ce sera la contrainte entre guillemets de ce bâtiment. On tient à ce que cela reste comme ça. Il y aura une phytoépuration pour les eaux grises, et on n'y voit pas du tout un problème. Pourquoi allez-vous toujours vers la solution la plus difficile? On va surtout vers la solution qui nous paraît être la plus pertinente, en tout cas au moment où on fait nos choix. Peut-être que ce n'est pas perçu comme pertinent par d'autres, et qu'on finit par faire des choses plus compliquées, en apparence, car c'est juste que c'est souvent moins documenté ou usuel, et comme la question précédente, le but n'est pas pour nous de nous compliquer la vie. Quelles sont les tâches ou travaux qui vous procurent le plus de plaisir? Les choses où on se voit avancer, donc les remontages et les finitions, mais des trucs qui se voient, comme la tourelle ou les cloisons. Parce que, à contrario, par exemple la cave, on avait une dalle et des murs, et après les travaux, on a de nouveau une dalle et des murs, et on n'a pas vraiment l'impression d'avoir fait grand-chose. Bien sûr, si, on a résolu beaucoup de choses, mais c'est beaucoup moins motivant de voir tout le temps passer sur un chantier qui au final ne se voit pas tant que ça. Comment gérez-vous les eaux pluviales? Actuellement, avec ce qui est en place, les regards, entre guillemets, qui redirigent l'eau vers la rivière. À part au coin où on ne sait pas où ça va, on a identifié toutes les parties du réseau d'évacuation d'eau pluviale, et à terme on va refaire tout le réseau car on souhaite récolter et réutiliser l'eau de pluie. On est d'ailleurs en pleine réflexion sur ce point. Voici maintenant quelques questions sur nos outils et matériaux. Concernant les outils et marques, on essaie toujours de ne pas focaliser là-dessus, car pour rappel, nous n'avons aucun partenariat, sponsor ou autre placement de produit. Nous n'avons rien à vous vendre. Mais on nous demande très souvent les références de tel ou tel produit ou outil qu'on a utilisé. Donc, on va quand même répondre, mais on le redit, nous n'avons pas étudié les différents matériaux, outils ou techniques, ni fait de comparatifs. On l'a fait pour nous, sans devoir se soucier d'être pertinent pour d'autres projets ou configurations. Vous voilà prévenu. Pourquoi ne pas investir dans une petite scie agrumes? C'est ce qu'on a fait. Nous avons investi dans une mini-scierie mobile à chaîne, Logosol F2. Et on l'a déjà pas mal utilisé, vous verrez cela au fil des prochains chantiers. Alors on ne fera pas de vidéo dédiée, en tout cas on ne pense pas, car on n'a rien à quoi la comparer. On peut juste vous dire qu'on trouve que la réputation est un petit peu surfaite, et que ce n'est pas si simple et rapide à installer et à utiliser, même si ça fait du bon travail.
Et aussi qu'on a été assez déçus du suivi commercial et technique qui est fait par le seul importateur en France. On ne peut donc malheureusement pas aller ailleurs, ce qui est une dépendance ennuyeuse. Exploitez-vous les arbres de votre domaine autrement que pour le bois de chauffage? Oui, on l'a déjà fait pour une partie de la charpente, l'ossature du béton de chanvre, et ça continue, car on a fait pas mal de bois récemment en prévision des travaux futurs. Pour ne pas tout brûler non plus. Et en plus, pour l'instant, tout comme pour le bois de chauffage, on n'a dû abattre aucun arbre en vue de l'utiliser. On profite juste de ceux qui sont tombés pour les valoriser, ceux-ci prêtent. La récup, est-ce que c'est pour limiter les frais ou est-ce que c'est pour conserver un maximum d'histoire de la bâtisse? Pour la pertinence avant tout, le bon sens, car on ne va pas jeter des matériaux qui peuvent toujours être réutilisés. Par l'occasion, cela réduit aussi les coûts, quoiqu'en temps, ça rallonge pas mal. Pour ce qui est de l'histoire de la maison, vu la nature de ce qu'on réutilise, ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de l'authenticité. C'est plus de la cohérence de matériaux pour certaines parties. Êtes-vous restreint administrativement par le choix des matériaux, des travaux que vous pouvez faire? Non, le bâtiment n'est ni classé, ni inscrit au patrimoine, et il n'y en a pas d'autres dans le paysage, ce qui lève pas mal de contraintes. Il y a juste à faire une déclaration de travaux ou une demande de permis d'urbanisme, comme on l'a fait pour reboucher la fenêtre et en ouvrir une autre dans le futur. Et on ne change pas drastiquement le bâtiment par rapport à son apparence d'avant la guerre. Comment sélectionnez-vous vos fournisseurs pour les matériaux? On se fournit tant que possible auprès de notre magasin de matériaux écologiques Ecobati. Surtout car il est difficile pour certaines choses, comme pour le fermacelle ou peintures écologiques, d'en trouver ailleurs. Mais sinon, on essaye de trouver une enseigne assez proche, c'est plus simple pour aller chercher les produits, en retourner ou se renseigner sur ce qui existe. Malheureusement, le magasin Ecobati le plus proche de chez nous ne l'est pas tant que ça. Quel est le produit que vous utilisez pour traiter le bois? Question qui nous est posée la plus souvent. Donc pour mettre fin au suspense et surtout pour nous permettre d'avoir un lien en réponse, nous utilisons du Woodbliss de Glatan. Et nous insistons sur le fait que nous n'avons pas fait de comparatif ni de test sur des échantillons pour voir comment ça se comporte. Il s'agit de ce qu'on trouve dans notre magasin de matériaux et on leur fait confiance ainsi qu'à la marque qui le fabrique. Il y a peut-être plusieurs fabricants ou alternatives écologiques, on ne sait pas. Quels outils auriez-vous aimé avoir dès le début du chantier ou ceux qui ont été inutiles? Oh là oui, beaucoup de choses. On hésite toujours à acheter des outils coûteux et au final, on finit par le faire et ça nous change la vie. Par exemple, la mini-pelle ou le tracteur avec remorque. Et on se dit qu'on aurait dû les avoir depuis le début, on aurait gagné pas mal de temps. Sinon, bêtement, dès le début, un bon niveau laser et la scie plongeante qui nous ont été des outils de tous les jours très utiles. Du côté des inutiles, c'est plutôt les versions plus petites ou moins chères qu'on a fini par remplacer. Erreur qu'on essaie de ne plus commettre pour ne pas acheter deux fois. Bon, le côté positif de la deuxième partie de la maison, c'est qu'on aura déjà tous les bons outils. Achetez-vous des outils ou matériaux de seconde main? Oui, mais en fait c'est plus des choses qu'on récupère. Pratique pour beaucoup de choses, on a reçu des super outils qu'on nous a donnés et ça nous a bien aidé. Mais ceci dit, la récup c'est bien, mais pas toujours, car parfois la qualité n'est pas là, ou alors ça tombe tout le temps en panne, et on doit faire beaucoup de réparations ou d'entretien. Alors au final, on perd du temps et de l'argent, c'est ce qui nous a poussé à opter aussi pour du neuf, pour être plus serein. Comment faire le choix des matériaux les plus adaptés? Ah ça, c'est un vrai casse-tête, on s'y perd complètement. Il y a tant de marques, de systèmes, de choses à savoir, que c'est vraiment compliqué. Et on peut facilement perdre énormément de temps, surtout nous qui doutons facilement de nos décisions. Et puis, il y a la théorie, en gros, faire le choix d'une solution, et puis en pratique, il va y avoir ce qu'on peut trouver dans notre région. Et là, c'est encore une autre paire de manches. Parce que parfois, on insiste trop pour absolument trouver le matériau qu'on trouve le plus pertinent, mais cela au prix de gros maux de tête ou parfois de problèmes. Alors que si on s'oriente vers des choses plus classiques, on trouve ça partout. Quel est le matériau qui est le plus adapté à l'isolation thermique et écologique? Idem, c'est tellement vaste. Et puis une maison n'est pas l'autre, tout comme le climat, les matériaux et magasins disponibles. On dirait quand même que pour ce point, s'orienter vers des matériaux naturels, biosourcés et donc renouvelables, et le plus local possible est un bon choix. Et encore mieux si on peut faire dans la récup.
Après, étudier le bilan carbone et le bilan matériel, qu'on néglige trop souvent, en vue de comparer les différentes options, c'est quasi impossible. Les fabricants ne sont pas du tout transparents à ce sujet. Et puis pour encore rendre ça plus complexe, on vous donne un exemple, on a longuement hésité sur quel isolant mettre dans les cloisons, plafonds, etc. Panneaux en paille de riz, en herbe fauchée, etc. Et au final, on a pris de la laine de bois, mais on a bien été tenté par la solution laine de mouton. Un bon isolant régulant très bien l'hygrométrie et qui ne pourrit pas. Et en plus, on réutilise la laine qui n'est pas souvent valorisée dans nos régions. Sauf que les mythes, elles se nourrissent de kératine et au final on risque juste de se retrouver avec des murs creux et plus aucune isolation. Du coup, la laine est imprégnée d'un produit répulsif ou insecticide, donc bof, on n'a pas envie de mettre ça dans toute la maison. Et pour la paille de riz ou les herbes, il y a l'ajout de fibres plastiques pour la tenue du panneau. Là aussi, on trouve ça très moyen. Et bien voilà pour cette première partie de réponse aux questions. Il va falloir un peu patienter pour la suite car il y en avait vraiment beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.